Bonjour, donc vous allez assister aujourd'hui à un webinaire qui est consacré à une étude. Alors, cette étude, c'est une étude transversale sur les conséquences économiques et sociales de la crise sanitaire. Alors, elle étudiera ainsi les moyens qui sont mis en place pour y faire face. Elle permettra également d'identifier les changements durables qu'elle entraînera. On a donc une étude transverse et une étude ponctuelle et qui est aussi un objectif prospectif. Cette étude est menée par deux observatoires, d'abord l'OMPL, qui est l'Observatoire des métiers et des professions libérales, et par l'IEPL que je représente, qui est l'observatoire qui a été créé par l'UNAPL, qui a pour objet des études de statistiques socio-économiques des entreprises libérales et des professionnels libéraux. Alors, elle produit des études prospectives, donc, et des enquêtes. Soit elle peut être autosaisie, tel est le cas de cette étude sur les conséquences économiques et sociales, soit quand elle est saisie par une commission, par les CPRPL, etc. Donc, on a besoin de vous, parce que comme toute étude, il va y avoir des enquêtes, il va y avoir des sondages, il va y avoir des mails et des appels téléphoniques. Et clairement, pour être statistiquement recevable, cette étude doit avoir un nombre maximum de réponses qui seront apportées par les auditeurs sur les demandes des enquêteurs. Donc, on compte sur vous pour faire passer le message de répondre favorablement à cette étude par vos réseaux et par vos mandants. Donc, on vous remercie par avance de faire passer ce message. Et je vais vous laisser la parole immédiatement à Stéphane Rappelli qui va vous parler de la méthodologie qui sera utilisée lors de cette étude. Merci et bonne journée. Merci, M. Nier. Alors, en effet, une étude qui porte sur l'impact multidimensionnel, donc les impacts de la crise sanitaire sur les entreprises libérales, c'est un sujet de première importance. C'est un sujet de première importance parce qu'il faut rappeler que les entreprises libérales sont un des acteurs majeurs de l'économie française. On oublie souvent de le dire, mais les entreprises libérales, c'est 1,5 million d'entreprises. Ça représente 31% du tissu entrepreneurial marchand non agricole. Pour vous donner une idée en comparaison, les entreprises artisanales, c'est 30%. Donc, on est réellement au même niveau, un petit peu plus pour les entreprises libérales. Ce sont des entreprises qui sont principalement constituées par des travailleurs indépendants. Il y a 1,2 million de travailleurs indépendants qui exercent une activité libérale. Ce groupe de personnes, ça représente 35% des indépendants. Toujours en comparaison, les artisans indépendants, c'est 28% des travailleurs indépendants nationaux. Donc, vous voyez un ensemble d'entreprises qui représentent un réel poids. Mais ce ne sont pas que des travailleurs indépendants. Vous avez un petit peu moins de 300 000 entreprises employeuses et incidemment, ces entreprises employeuses génèrent de l'emploi salarié. Et ça, c'est quelque chose qui est assez souvent oublié. Mais les entreprises libérales, c'est aussi 1,1 million de salariés qui participent à la vie des entreprises. Donc, vous voyez un secteur économique qui, au moins numériquement, représente un segment assez important et conséquent. Incidemment, ça veut dire que les impacts de la crise sur ces entreprises-là ont un effet sur un secteur important de l'économie. Pourtant, elles subissent une réelle invisibilisation. Alors, je dirais que c'est quelque chose d'assez traditionnel. Les entreprises libérales, par exemple, n'ont pas de définition statistique. Il y a une définition juridique, mais pas de définition statistique, c'est-à-dire que dès lors qu'on essaie de les observer par le biais des statistiques publiques, on arriverait rapidement à des limites puisque ce sont des inconnus statistiques. Ça s'explique en partie par l'hétérogénéité des secteurs. Les entreprises libérales, c'est quand même 3 secteurs d'activité, 4 de vie technique, juridique et santé, des indépendants, des employeurs.
des entreprises qui exercent sur des secteurs d'activité réglementés, d'autres sur des secteurs d'activité non réglementés. Ça fait un ensemble qui est très, très hétérogène et donc assez compliqué à percevoir. Pour autant, il y a aussi une invisibilisation auprès du public, et en l'occurrence, ça s'est fortement senti pendant toute la crise, où on a un peu parlé des entreprises libérales de la santé. Je dirais que c'est assez naturel, puisqu'elles étaient en première ligne. Mais par rapport au secteur hospitalier public, finalement, les informations qui étaient divulguées étaient assez marginales. Il y a donc une réelle rareté d'informations objectives et robustes sur les entreprises libérales. Ainsi, je gage que vous avez assez peu entendu parler des entreprises du secteur juridique ou du cadre de vie au cours de cette crise. Il y a donc des questions qui se posent. Quels ont été les impacts de la crise sur ces entreprises? Et c'est quelque chose qui est rapidement assez complexe. La première question que l'on peut se poser, c'est est-ce que le tissu entrepreneurial libéral est résilient? C'est-à-dire, est-ce qu'il arrive à se maintenir au cours de la crise? Pour le coup, lorsque l'on regarde un peu ce qui se passe au niveau des entreprises libérales, de leur démographie, quand on regarde les créations, on a ce style d'information. Vous avez là le nombre d'entreprises libérales qui sont créées chaque mois. Le fait est que c'est assez compliqué à observer, c'est quelque chose de cyclique. Vous avez des pics de création au 1er janvier, ce qui est tout à fait normal, puisque c'est traditionnellement plus facile de débuter son année sur une année comptable complète. En retour, vous avez les cessations, c'est-à-dire les entreprises qui s'arrêtent pour diverses raisons, parce que l'entrepreneur part à la retraite, parce que l'entreprise est vendue, parce qu'il y a eu un échec économique, ce qui peut arriver. Et là encore, on voit avec un petit décalage dans le temps quelque chose d'assez cyclique, avec une fin au 31 décembre. Le problème, c'est qu'actuellement, on commente énormément ce qui se passe sur la toute fin de période. Alors, vous voyez que c'est des progressions qui sont quand même assez compliquées. Et en plus, on parle énormément de ce qui se passe sur la toute fin de période en parlant exclusivement des défaillances. Alors, les défaillances d'entreprise, il faut savoir que ce n'est pas nécessairement une cessation d'activité. Traditionnellement, il y avait seulement 30% des défaillances qui conduisaient à une liquidation de l'entreprise. Là, pour le coup, il y a une alerte qui dit la chose suivante. On risque d'avoir un tsunami des liquidations d'entreprises, puisque actuellement, tous les secteurs économiques sont sous perfusion. C'est-à-dire que vous avez un effet des prêts garantis par l'État, un effet du chômage partiel, un décalage des charges, etc., etc. Ce qui fait que les entreprises bonne santé économique continuent de vivre du fait de ces aides, mais le jour où elles vont s'arrêter, le jour où on va arrêter les perfusions, vous risquerez d'avoir un tsunami des défaillances avec une liquidation directe. Mais pour le coup, là, on s'intéresse trop, à mon sens, on met trop le zoom sur ce qui se passe en fin de période, déjà d'une part, et d'autre part, ce sont des informations qui restent complexes à analyser. Mais pour autant, là, pour un statisticien, vous avez devant les yeux des séries temporelles, et ça, c'est très, très facile à analyser. On peut modéliser ce qui se passe en tendance, c'est-à-dire enlever tous les effets saisonniers que vous voyez, c'est-à-dire les pics qui apparaissent de manière assez régulière. Et quand on enlève ces pics, nous sommes assez surpris de constater que finalement, malgré les événements qui se sont produits à partir du 17 mars 2020, c'est-à-dire le confinement de la population, arrêt partiel de toutes les activités, eh bien, les créations et les créations d'entreprises libérales restent, malgré tout, sur les trajectoires qu'elles avaient entamées dès 2018. Donc, on peut dire que, pour l'instant, les entreprises libérales connaissent une certaine résilience, puisque l'impact de la crise, au moins sur les démographies, semble avoir assez peu d'effet. Il y a eu un petit ralentissement des créations aux alentours de mars 2020, mais vous voyez qu'il y avait on va dire, un petit recul qui avait débuté en janvier.
Pour autant, il y a un phénomène assez troublant, une espèce de paradoxe. À partir de mars 2020, le nombre de créations a explosé. Et ça, c'est quelque chose qui nous interroge. C'est quelque chose qu'il va falloir qu'on aille étudier pour savoir ce qui se passe. La création d'entreprises en période de crise, ça a pu être observé historiquement, mais à ce point-là, encore jamais. Pour ce qui est des cessations, il y a eu un léger ralentissement en mars, avril, mai, et puis nous sommes retournés sur une trajectoire qui était déjà celle que l'on observait avant. Pour vous donner une idée, quand on prend sur une année, février 2020, février 2021, nous avons plus 12,7% de création et moins 5,6% de cessation d'entreprise. Là-dedans, finalement, on a une difficulté, a priori, à repérer la contribution de la crise sanitaire. Et c'est pour ça que l'on a vraiment besoin d'approfondissement pour anticiper ce qui va se passer. Un autre révélateur de la complexité de l'analyse dans le secteur libéral concerne les offres d'emploi. Si l'on observe les demandes d'emploi qui sont collectées par Pôle emploi émanant des entreprises libérales. Alors, j'ai séparé là les activités réglementées des activités non réglementées. Première chose, on se rend compte que dans les activités non réglementées, vous aviez déjà une tendance à la baisse de la diffusion d'offres d'emploi. Certes, il y a eu une baisse radicale au niveau du deuxième trimestre 2020. Les entreprises ne cherchaient plus à employer, mais déjà, ce n'est pas tombé à zéro. Ça a certes été divisé par presque 2, mais ce n'est pas tombé à zéro. Et très, très vite, on repart sur une trajectoire qui était celle observée avant 2020. Et pour les activités réglementées, on est quasiment sur un phénomène stable. C'est-à-dire, il y a eu un léger ralentissement pareil au deuxième trimestre 2020, mais on est revenu tout à fait sur la normale. Tout ça nous fait dire que quelque part, il est possible que les activités libérales, et qui plus est les activités libérales appartenant à des secteurs réglementés, ont une réelle résilience vis-à-vis de la crise. Et toute la question va être de savoir si ce que l'on observe au travers de ces évolutions, ça va rester valable dans les mois, voire les années à venir, ou s'il va y avoir des rattrapages assez massifs. Je rajouterais, Pardon ? Stéphane, je rajouterais 2-3 choses. C'est que ce sont des données qui sont des données agglomérées. Donc, oui. Derrière tout ce qui est montré à la fois sur les offres d'emploi, sur la création et la cessation d'entreprises, se cachent aussi des réalités qui sont très différentes selon les secteurs d'activité et les branches auxquelles on s'intéresse. Donc, ça, c'est un élément qui est à prendre en compte. Et l'autre élément qui est à prendre en compte, c'est qu'on a là, et c'est l'utilité de l'étude et de votre contribution, on a là finalement un terrain, alors là je parle plutôt en tant que consultant, on a un terrain idéal pour essayer de comprendre l'ensemble des mécanismes qui traversent les entreprises, puisque le secteur, il est fait à la fois, comme l'a dit Stéphane tout à l'heure, d'entreprises employeuses et d'entreprises indépendantes. Il a une diversité très importante, et là, en ayant une étude conjointe côté de l'OMPL et IEPL, ça donne un terrain très très large d'analyse. Et donc, c'est à la fois pour vous, mais en même temps, du point de vue de la valorisation des travaux que l'on pourrait faire, c'est un intérêt collectif. Donc, j'ai envie de dire que derrière ça, et je pense que c'est pour introduire ce que Stéphane va dire tout de suite après, il y a nécessité d'avoir une étude qualitative, et une étude qualitative qui passe par la contribution de chacun, par des entretiens qu'on a déjà commencé à faire, mais dont on va vous expliquer la méthodologie et ce qu'on attend de votre part. Il est clair que la complexité, je n'ai fait que l'aborder, mais Jean-Joseph a tout à fait raison. Le fait que vous ayez des activités qui soient très diverses dans des secteurs assez différents, et qu'en plus, nous essayons d'avoir une approche qui est tout à fait multidimensionnelle, on ne veut pas s'arrêter simplement aux effets économiques.
On essaye aussi d'avoir les effets sociaux, sociétaux, sur l'emploi, sur la formation, sur tout un tas d'éléments. Et c'est une étude de très grande ampleur. Et pour le coup, les deux observatoires, dès la fin 2020, avaient envisagé de se lancer dans ce champ de recherche, chacun séparément de leur côté. Ils se sont finalement décidés à poursuivre en collaboration chacun leurs études, mais en se partageant les champs. C'est-à-dire que l'OMPL, de son côté, va rester sur son champ avec 11 branches d'activité représentées. Et de son côté, l'IEPL conserve son champ, c'est-à-dire l'intégralité des entreprises libérales, toutes formes, tout statut confondu, alors que l'OMPL, c'est uniquement des entreprises salariées, employeuses, avec des salariés. Et au final, chaque étude sera concaténée en un seul résultat qui vise à mesurer donc, les impacts multidimensionnels de la crise, à évaluer leurs effets à moyen terme et à promouvoir des résultats opérationnels à partir de modélisation. C'est une étude qui est très, très ambitieuse, puisque cette démarche a pour finalité de fabriquer un produit, quelque chose qui soit fonctionnel et qui serve réellement à tous les acteurs des entreprises libérales. Quand je dis tous les acteurs, j'entends aussi bien les représentants de branche, qu'ils soient indépendants, employeurs ou salariés, mais aussi aux chefs d'entreprise, pour pouvoir peut-être appliquer des recettes, des procédures qu'on aura observées, que l'on aura modélisées et qui permettent aux entreprises libérales de mieux faire face à ces aléas. Donc, vous aurez au final un état des lieux objectif qui va permettre de quantifier et de qualifier les impacts. À partir de cela, on va pouvoir faire toute une démarche de prospective sur les mois et les années à venir et surtout, on vous proposera des modèles qui seront opérationnels. C'est ambitieux parce qu'il a fallu, pour arriver à cela, déployer un réel protocole de recherche massif. Et on va essayer d'explorer systématiquement chaque segment d'activité avec toutes les facettes que peut avoir la crise. C'est-à-dire qu'on aura une analyse des impacts économiques et financiers, une analyse sur la continuité d'activité, aussi bien au cours de la crise que ce qui va arriver. On va aussi étudier l'organisation du travail des équipes, ce que c'était, comment ça a passé la crise, est-ce que cela va devenir. On a des questionnements sur l'évolution des cœurs de métier, parce qu'il est probable que votre façon de travailler, la façon d'aborder le métier ait été impactée par la crise. Il y a des questionnements sur la formation professionnelle et finalement aussi, le vrai questionnement, c'est les potentiels de pérennisation des innovations qui auront émergé pendant cette crise. Alors, pour faire cela, nous avons déployé le protocole suivant. On analyse les données qui sont existantes. Alors, par données, j'entends absolument tout ce qui peut exister comme information sur les entreprises libérales et la crise. C'est-à-dire aussi bien les textes de recherche, les articles de recherche scientifique, les bases de données que l'on a pu récupérer, les articles de journaux, les articles de revues professionnelles, etc. À partir de ça, aussi en parallèle, on est en train d'opérer des coups de sonde, c'est-à-dire qu'on interroge, on a des entretiens avec des acteurs des branches et des acteurs des entreprises, employeurs et salariés, pour essayer déjà d'orienter un peu plus nos recherches, de mettre l'accent sur des points qui peuvent nous avoir échappé ou au contraire confirmer les a priori qu'on avait. À la suite de cela, on va organiser une enquête en ligne massive. L'objectif est ambitieux, on voudrait au moins avoir 3000 répondants. Une fois que les résultats de cette enquête auront été publiés, nous allons faire des enquêtes de terrain qui vont nous permettre de préciser les modèles qui peuvent émerger. Et enfin,
nous aurons une analyse prospective à partir de tout le matériau que nous aurons récupéré. À l'heure actuelle, l'analyse de données et le coup de sonde sont partiellement réalisés. Et là, on a priorisé sur le champ de l'ONPL puisqu'il était plus resserré et ça nous permettait de faire une sorte de galop d'essai, de pouvoir affiner nos outils. Les premiers résultats qui sortent, alors j'insiste, c'est bien le champ de l'ONPL, cela ne concerne que des branches réglementées et des entreprises employeuses. C'est très, très spécifique. Les premiers résultats que nous avons, c'est que les impacts économiques sont globalement temporaires. Ils sont jugés comme globalement temporaires, tant par les salariés que par les employeurs, et c'est confirmé par les données. Du point de vue économique, il est clair que le premier confinement, ça a été une période de sidération, une réelle période de sidération, mais néanmoins, dès le 11 mai 2020, il y a eu des effets de rattrapage quasiment immédiats. En plus, l'impact réellement temporaire a été aussi favorisé par l'efficacité des aides aux entreprises. Très clairement, l'État a déployé des aides qui, pour le coup, ont été efficaces. On note quand même quelques tensions organisationnelles qui ont été passagères en lien avec la disponibilité des salariés, mais qui se sont tout à fait lissées depuis. Alors, disponibilité des salariés pour raison de garde d'enfants, parfois de maladie. Mais bon, d'après les retours que l'on a dans ces entreprises-là, ça a été tout à fait temporaire et maintenant quasiment effacé. Stéphane, je vais rajouter qu'il y a une dimension qu'on ne peut pas négliger évidemment dans l'étude, qui est la dimension genrée, hein, c'est-à-dire qu'on est dans des secteurs d'activité où il y a une proportion importante de femmes qui sont représentées dans les activités, là je parle dans le champ OMPL, que ce soit salariés ou employeurs, et que de ce point de vue-là, eh bien, la question de l'organisation, surtout dans le premier confinement, mais y compris récemment dans la deuxième période et la troisième période de confinement, il y a une articulation évidemment importante et des éléments qui remontent autour de cette pression qui se crée, hein, surtout principalement pour les femmes, entre l'organisation du travail, la nécessité du travail, le travail à domicile, l'absence de garde d'enfants ou de scolarisation, et que là, c'est un élément auquel on va être particulièrement attentif. Oui, d'autant plus que c'est constitutif des mutations dans la façon d'exercer l'activité et le métier. Il y a un effet genré, comme le disait Jean-Joseph, mais il y a aussi un effet en fonction de la catégorie socio-professionnelle et de la taille d'entreprise. On a tendance à mieux accepter le télétravail et à le déployer, mais on a tendance à le faire pour certaines catégories de métiers. Alors, ça va être essentiellement les fonctions administratives. Et naturellement, ça impacte sur les catégories socio-professionnelles qui ont un accès plus ou moins aisé au télétravail. Autre mutation dans l'activité des métiers, on observe, on constate un renforcement des acteurs tiers, comme les plateformes, et du distanciel. Ça va même un petit peu plus loin qu'un renforcement de leur rôle. Je dirais qu'il y a une forme de légitimisation qui est apparue à l'occasion de la crise. On remarque aussi que les professionnels, qu'ils soient employeurs ou salariés, ont eu une prise de recul et ont fait des auto-analyses par rapport à leurs pratiques et à leur organisation dans le travail. Et pour le coup, ils mettent en place des nouvelles routines qui sont issus de cette période de flou, de battement qui a eu lieu avec la crise. Au niveau de la formation, on peut dire que c'est globalement impacté. Alors attention, j'entends bien, les organismes de formation ont été obligés de passer toutes leurs prestations en distanciel.
Il a fallu revoir les dispositifs, mais aussi revoir les contenus pour s'adapter à ce format. Mais néanmoins, au niveau de la demande, c'est-à-dire la demande des salariés et des employeurs, on constate, ils nous annoncent que finalement, dans leur approche de la formation, dans leurs besoins, la crise n'a pas fait vraiment évoluer les choses, sauf sur un point. Ils constatent tous avoir fait de l'auto-formation, donc de la formation informelle, pour pouvoir améliorer leurs capacités en outils bureautiques, et c'est complètement lié aux activités en télétravail. Mais finalement, c'est assez logique avec ce qu'on observe d'habitude, c'est qu'ils s'auto-forment pour répondre à un besoin immédiat. D'habitude, c'était on reçoit un nouvel équipement, un nouveau logiciel, et on s'auto-forme dessus. Là, c'était le besoin, c'était de pouvoir travailler à distance efficacement avec la sécurité, et on s'auto-forme aux outils qui permettent de le faire. Et encore une fois, on note de très grosses spécificités sectorielles. Il y a un secteur dans lequel c'est assez marquant par rapport aux autres, c'est le secteur de la santé. Quel que soit l'acteur que l'on interroge, c'est-à-dire qu'il soit employeur, salarié, que ce soit dans la branche des dentistes, des cabinets médicaux, de la pharmacie, etc., on retrouve toujours systématiquement l'idée du stress, de la tension et de l'incertitude. Et ça, pour le coup, dans les deux autres segments d'activité, c'est-à-dire cadre de vie technique et juridique, on le rencontre beaucoup moins, voire jamais. Alors, il y a un effet de la nature de l'activité. Ils sont en première ligne dans la lutte contre le virus, mais ils sont aussi bombardés constamment par les autorités sanitaires d'informations qui sont, on a pu un peu les analyser, qui sont assez alarmistes et qui jouent nécessairement sur le moral. Il y a aussi un ressenti de manque de reconnaissance. Alors, manque de reconnaissance vis-à-vis des autorités de tutelle, vis-à-vis de l'État, et au sein de l'entreprise, les salariés trouvent qu'il y a un manque de reconnaissance vis-à-vis de leur travail en termes de rémunération. Ils ont fait des efforts, de disponibilité, de changement d'amplitude de travail, et ils ont l'impression que finalement, ce sont des grands oubliés de la crise. On note aussi des rapports dégradés vis-à-vis de la patientèle. Alors, c'est dégradé du fait des contraintes sanitaires qui sont imposées, mais aussi de l'impact psychologique sur la population. Et la population qui s'adresse aux professions médicales, il vient avec une charge de stress phénoménale. Et ça se répercute sur toute la chaîne de production des entreprises. Là encore, ce sont des choses que l'on observe très très peu ou quasiment pas dans les autres secteurs. On va porter une assez grande attention à ces phénomènes, au moins sur le secteur de la santé. Je ne sais pas si tu avais sur les autres secteurs des choses à rajouter, Jean-Joseph. Juste rajouter aussi 2-3 éléments qui nous ont, sur lesquels on a aussi basé notre démarche. On s'est attaché à identifier des secteurs dans lesquels on considérait que du point de vue du travail, c'était des secteurs qui pouvaient être, on a appelé ça numérisés, c'est-à-dire dans lesquels il y avait une forte propension des activités qui pouvaient se faire à distance et qui pouvaient se faire via des vecteurs numériques, tout en étant attentif à prendre en compte des tendances qui existaient préalablement à la crise. Donc ça, c'est un élément qu'on peut observer aussi, c'est-à-dire que dans les premiers entretiens qu'on a fait dans le coup de sonde, certains de nos interlocuteurs nous disent que la crise a été un accélérateur de tendances déjà existantes. Donc ça, c'est un élément qui nous paraît important. Et comme vient de le dire Stéphane, on peut être aussi amené à distinguer des secteurs d'activité. C'est là où il y a une petite distinction peut-être fine à avoir, mais qu'on va vérifier au cours des enquêtes, entre des secteurs comme la santé qui sont très dépendants des orientations gouvernementales, c'est-à-dire mais y compris sur leur activité et dans le relais à leur patientèle ou à leur clientèle, et puis d'autres activités qui, elles, sont impactées par la crise, mais ne sont pas des relais vis-à-vis d'autres activités. Par exemple, tout ce qui est au niveau, le secteur du droit, ils ont deux, on peut dire qu'ils sont impactés en tant qu'acteurs, mais ils ont aussi tout un travail d'analyse des textes
parce qu'ils sont aussi des relais de ces textes-là et d'explications auprès d'un certain nombre de leurs clients. Donc, on a aussi ces distinctions-là à faire dans l'analyse que l'on va pouvoir porter sur l'ensemble des secteurs, et on va essayer de différencier tous ces éléments-là. Donc ça, c'est les éléments que l'on a recueillis jusqu'à présent. Alors j'insiste, c'est vraiment sur un sous-segment de l'ensemble des entreprises libérales, et le travail continue pour pouvoir embrasser l'intégralité du champ. Et donc nous allons passer aux autres éléments. Et pour le coup, c'est là où nous vous invitons à devenir de réels acteurs de l'étude. Pour que l'étude soit pertinente, pour que nous arrivions à forger des outils qui servent aux représentants de branche comme aux professionnels au sein des entreprises, on a besoin de recueillir un maximum d'informations, de données et éventuellement d'expertise que vous pourriez avoir. Vous pouvez devenir acteur de l'étude en participant aux entretiens, alors que ce soit là au niveau du coup de sonde que nous sommes en train de faire, mais aussi après au niveau de l'enquête de terrain. Vous pouvez nous transmettre des expériences ou nous apporter vos témoignages. Ce qui est aussi très très précieux, c'est de diffuser l'information sur l'existence de l'étude, mais aussi des enquêtes qui sont faites. Nous sommes preneurs des contacts que vous pourriez nous conseiller. Et naturellement, si vous avez des bases de données ou des informations qui sont assez peu accessibles par ailleurs, on est complètement preneur. Là, par exemple, on a la branche des géomètres qui nous a fourni des études qu'ils avaient faites en interne et qui sont une mine d'informations incroyables. Et c'est vrai que ce sont des éléments qui nous permettent d'enrichir et de conforter, notre analyse et nos résultats. Voilà ce que on avait à dire sur cette étude. Alors, si vous avez des questions, des interrogations, n'hésitez pas, nous allons essayer d'y répondre. Alors, il y a je ne sais pas si tu vois, Jean-Joseph, on a déjà des séries de questions. Alors moi, j'ai répondu à quelques questions pendant que… Voilà, j'ai répondu qu'il y avait une question sur les données emploi. Effectivement, ça inclut toutes les données emploi, y compris alternance, contrat de professionnalisation. Et là, on a une question sur l'évolution des créations d'entreprises. Voilà. Alors, le lien, très clairement, c'est une vieille question qui existe depuis le rebond de l'entrepreneuriat en France, c'est-à-dire depuis 2002, en l'occurrence du travail indépendant. Tous secteurs confondus, on avait fait une étude avec un universitaire très très simple, où l'idée était très simple. On essayait pour de vrai de mesurer la corrélation entre le taux de chômage et le taux de création d'entreprises dans les 4 secteurs agricole, artisanal, libéral et commercial. Et pour le coup, au niveau global, on s'est aperçu qu'il y avait une corrélation quasiment unitaire, c'est-à-dire quasiment parfaite, avec un décalage d'1 an. C'est-à-dire que le taux de chômage varie d'1 point une année, le taux de création d'entreprise varie d'1 point l'année suivante. Et dans un effet qui est inverse. Alors, c'est vrai, ça existe. Le problème, c'est que nous, on avait arrêté cette étude en 2015 et il semblerait que cette relation commence à se distendre, où en fait, les créations d'entreprises ne sont plus uniquement déterminées par le taux de chômage, mais aussi de plus en plus fortement par des choix de parcours de vie, c'est-à-dire que vous avez maintenant des gens qui ne sont absolument pas en état de chômeur, voire même de précarité, qui créent dans une entreprise, et pour le coup, il y a un effet âge qui joue. La moyenne d'âge des créateurs d'entreprises tend à augmenter très très fortement. Et ce sont très clairement des réorientations de parcours de vie qui commencent à prendre le dessus. C'est ce qu'on a pu observer au travers des données.
Je rajouterais que, au travers de quelques entretiens pendant le coup de sonde, il apparaîtrait, mais ça demande à être vérifié, peut-être que l'un des impacts de la crise pour des activités qui sont des activités, on va dire, dans lesquelles il existe, en dehors de la crise, hein, une forte pression en matière de durée de travail, d'activités très intensives. La crise est peut-être servi de révélateur, et en tout cas d'accélérateur de la création d'entreprises pour certains, c'est-à-dire des salariés qui s'installent en tant que micro-entrepreneurs, et qui serait une tendance, alors qui dans certains cas existerait déjà préalablement, mais qui serait en train de s'accélérer, hein, et qui serait liée avec aux conditions de travail, et aux conditions de travail qui ont été, en tout cas, celles indirectement, on va dire, la crise et le fait de pouvoir travailler au domicile, ça sert de révélateur au fait qu'on peut travailler autrement. Donc ça, on va aller vérifier. Il y a 2-3 branches qui nous signalent des tendances significatives, c'est-à-dire une accélération du passage du statut de salariat au statut de micro-entrepreneur. Alors, il y a une question sur les liquidations. La question est de savoir si on s'oriente massivement vers des liquidations. Alors, au niveau global, là, ce qui est ressorti, c'était pas tant que ce soit massif, c'était que actuellement, en pourcentage, dans la part des entreprises qui vont effectivement être liquidées, on en arrive à des taux de liquidation directe, c'est-à-dire qu'on n'essaye même pas de passer par la phase redressement, l'entreprise est tellement endettée et l'activité est tellement moribonde qu'on passe directement à la liquidation d'entreprise. Donc, cette part-là tend à augmenter dans la part des entreprises liquidées. Bien. Pour avoir l'information sur les entreprises libérales, j'ai commandé les données il y a 4 mois à la Banque de France, qui m'a dit « Oui, c'est très facile, il n'y a pas de problème, on vous le fait ». Et depuis, toutes les 2 semaines, je renvoie un mail et on me dit « Oui, c'est très facile, il n'y a pas de problème, on vous le fait ». On va finir par les avoir, parce que là, on peut l'observer sur des secteurs agrégés globaux, mais qui finalement englobent, en plus des entreprises libérales, plein d'autres entreprises qui n'ont rien à voir dans le secteur. Donc, je préfère réserver ma réponse au moment où j'aurai les données qui, normalement, ne devraient pas tarder à arriver. Mais attention, tout de même, ce que l'on observe au niveau global, c'est vrai que ça, on s'oriente vers des liquidations directes. Mais l'un dans l'autre, on se rend compte que c'était déjà des entreprises qui, avant la crise, étaient en situation assez précaire. Et finalement, ce n'est pas très étonnant. Il y a un effet d'aide pour les autres. Il y a un effet des aides pour les autres, c'est-à-dire qui limite pour l'instant les liquidations. Mais je dirais qu'on va se retrouver avec un phénomène de rattrapage, mais pas réellement d'explosion incroyable de liquidation qui va faire péricliter tout le système économique. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui n'auraient pas été posées dans le chat? Stéphane, je te laisse conclure éventuellement. Oui, je crois que tout a été dit. En fait, on a besoin de votre appui pour favoriser une construction qui soit utile aux entreprises libérales et puis à tous leurs acteurs. Et surtout, n'hésitez pas à nous solliciter ou à nous contacter. On est assez friand de contacts et de sollicitations. En fait. On est assez friand aussi, à l'occasion de quelques entretiens qu'on a pu avoir, on s'aperçoit par exemple, si vous avez connaissance de personnes qui ont tenu, on découvre ça, il y a des personnes qui ont tenu les journaux de bord du confinement, ça nous intéresse aussi. Voilà, s'il y a des personnes qui ont connaissance d'acteurs de leur branche, que
certains ont tenu un journal de bord. On est intéressé par ça aussi parce qu'on a comme objectif quand même de produire une étude dans laquelle il y a du quantitatif, du qualitatif, mais qu'elle puisse être à un moment donné aussi agréable à lire en ayant du verbatim et en ayant du retour d'expérience d'un certain nombre d'acteurs et qui donne à voir finalement ce qu'on va pouvoir analyser à travers les entretiens et à travers des données quantitatives. Ok, il y a des personnes qui demandent si on peut transmettre les supports, c'est sans aucun problème. Il n'y a pas de souci là-dessus. Je passe comme panéliste. Alors, pour les coordonnées, je suis en train de mettre les miennes sur le chat. Et voilà. Voilà. Merci beaucoup pour vos interventions. Pour la conclusion, donc, je vais appeler Madame Guté, présidente de l'OMPL. Un instant, je vous prie. Ah, Madame Guté, pouvez-vous mettre votre voix? Très bien, merci. Oui, ça y est. Oui, bonjour à tous. Je remercie Jean et Stéphane pour leur présentation très condensée de l'étude sur la COVID-19 menée conjointement avec l'OMPL et l'IEPL. L'OMPL qui est l'Observatoire des professions libérales. Donc, nous avons fait ce webinaire afin de vous sensibiliser sur cette étude et de répondre massivement à cette enquête, car il nous semble indispensable que vous soyez partenaires et relais de ce projet pour mener à bien cette étude qui est ambitieuse, complexe et d'une grande ampleur. Nous avons besoin de vous pour que cette enquête ait une finalité et un produit fonctionnel qui servira à tous les acteurs des professions libérales. Voilà. Alors, nous comptons sur vous et nous vous en remercions. Alors, donc la séance est terminée. Donc, n'hésitez pas à contacter soit l'OMPL, soit l'IEPL pour participer à l'étude et avoir des informations complémentaires. Merci à tous et à toutes.